Bonsoir, bienvenue à Café Noir, l'émission d'Avatar Édition qui porte pour vous un autre regard sur le monde. Ce soir, avec Pierre Le Vigan, journaliste et essayiste, nous avons intitulé la première partie de notre tour de table, Actualité oblige, Palestine, terrorisme ou guerre de libération nationale. En deuxième partie, nous aurons le coup de gueule de Nicolas Bonal. Ce soir, Bonal et la dictature sanitaire. Mais tout d'abord, Pierre, il me semble que tu as un coup de chapeau. Oui, tout à fait. Nous avions dit que nous aurions un coup de chapeau, soit pour un site, soit pour un livre. Eh bien, aujourd'hui, ça sera à propos d'un livre, un livre de Vassili Grossman, qui s'appelle Année de guerre, qui vient d'être édité par les éditions Flammarion dans leur collection Autrement. Qui est Vassili Grossman? Il est très connu par Vie et Destin, qui a été traduit en français en 1983. Vassili Grossman, c'est un Russe juif né en Ukraine en 1905 et qui a été correspondant de guerre dans l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était proche du régime, mais toujours suspect, et Staline le traitait souvent le menchevique Grossman, les mencheviks étant, avant la Révolution, les concurrents et adversaires des bolcheviks. Voilà. Alors, en fait, Année de guerre, ce sont des récits très légèrement romancés, mais pour l'essentiel exacts. Ce sont des croquis, en quelque sorte, de scènes de guerre, généralement très dures. Donc là, avec Année de guerre, on a un complément remarquable de Vie et Destin qui est absolument passionnant. L'important, c'est que c'est un extraordinaire écrivain. Ce sont des textes absolument magnifiques, très très forts. Je terminerai là-dessus, si ce n'est par un petit clin d'œil à un bouquin qui décrit aussi les horreurs de la guerre, mais d'un autre point de vue. Je ne dis pas d'ailleurs du point de vue pro-allemand. C'est le fameux livre d'Henri Coulonge, L'adieu à la femme sauvage. Donc, dans les deux cas, Grossman et Henri Coulonge, on a des textes légèrement romancés, mais extraordinairement proches de la réalité et d'une immense qualité littéraire. Voilà, chez Flammarion, collection Autrement, Année de guerre de Vassili Grossman, avec une préface de Mathias Hénard. Bon, allez, on commence l'émission, la première partie de l'émission. Voilà, donc on a tous appris de nouveau, de énième, malheureusement, événement de Palestine. Mais en l'occurrence, cette crise de Gaza, Gilbert, comment tu résumerais ses causes? Alors, d'abord pour le partage équitable. Il est évident que la communauté internationale et les têtes, disons, modérées et raisonnables des deux camps en présence, c'est-à-dire du camp sioniste et du camp palestinien, veulent et travaillent pour un partage équitable. Malheureusement, les agissements des colons en Cisjordanie maintenant, ou en Palestine occupée, c'est-à-dire la Palestine d'après 67, est tel que le partage devient presque impossible. Parce que ils sont en train de créer des colonies à peau de léopard qui fait qu'une continuation d'un état viable est presque impossible. Mais voilà. Cela étant, ce n'est pas la crise d'aujourd'hui. La crise d'aujourd'hui, tout le monde maintenant parle de la crise de Gaza. En fait, cette crise n'a pas commencé à Gaza et avait très peu à voir avec Gaza. C'est une crise du quartier de Jérusalem, de Sheikh Jarrah. C'est en fait un quartier qui est juste limitrophe de l'ancienne ville de Jérusalem-Est. C'est-à-dire la Jérusalem arabe est reconnue telle par la communauté internationale, dont la France. La vieille ville arabe de Jérusalem. C'est un quartier huppé de la bourgeoisie musulmane sunnite. Il faut savoir que les Palestiniens sont un peuple musulman et chrétien. Mais dans l'islam palestinien, il n'y a pas de chiites. Donc c'est que des sunnites et des chrétiens. En gros, les chrétiens représentaient 13% de la population. Ce quartier de Sheikh Jarrah, donc, subit des pressions de colons, des nouveaux venus, c'est-à-dire des colons sionistes d'origine américaine.
qui viennent de débarquer en Israël et qui sont en train d'exproprier les appartements ou les maisons des ressortissants de Sheikh Jarrah. Donc, sans l'appui ni du Hamas, ni d'aucun parti politique et surtout, palestinien, et surtout pas de l'autorité palestinienne, des jeunes et des résidents du quartier, donc des Arabes palestiniens, ont commencé à faire des manifestations et de protester. Et d'ailleurs, ils ont Spontané, en quelque sorte. totalement spontané, hors des partis. Et ils ont d'ailleurs eu certains succès, vu que la Cour suprême israélienne a suspendu ces expropriations. Entre-temps, il devait y avoir, et ça c'est très important pour comprendre pourquoi le Hamas est intervenu, entre-temps, il devait y avoir aussi finalement les élections nationales palestiniennes, que les autorités palestiniennes de Abbas, qui étaient presque sûres de les perdre, ont de nouveau suspendu et renvoyé sine die. Donc Hamas est intervenu en déclarant sa solidarité avec les jeunes et les résidents du quartier de Sheikh Jarrah, donc de Jérusalem-Est arabe, et a donné un ultimatum à Israël. Vous levez les blocus de la police dans le quartier, et comme c'est un quartier limitrophe de Al-Aqsa, donc de la mosquée d'Al-Aqsa, ils ont donné un ultimatum à Israël, aux autorités israéliennes, en disant vous levez le blocus du Sheikh Jarrah, ou on vous envoie nos missiles. Et c'est chose faite. Pourquoi d'ailleurs le vent pousse le Hamas? Parce que finalement, il apparaît le mouvement le plus patriote, peut-être? Ben pour l'instant, tout en étant un groupe faisant partie de la confrérie des frères musulmans, donc de la nébuleuse des frères musulmans, et donc officiellement religieux et islamiste, comme c'est un des seuls mouvements avec le djihad islamique, qui est un autre groupuscule ou un autre groupe palestinien, toujours de la mouvance islamiste, et d'autres groupuscules nationaux palestiniens laïcs, mais c'est le seul groupement d'importance qui continue officiellement la lutte armée pour la libération de la Palestine. Et donc, il a certainement, s'il n'y a pas une adhésion idéologique à ce mouvement de la population palestinienne, il y a une sympathie certaine pour le seul mouvement d'envergure qui continue à vouloir pratiquer la lutte de libération nationale. Et souvent en Occident, on dit que le Hamas est une organisation terroriste. Je rappelle à tout le monde que le Hamas n'a jamais fait aucune opération militaire hors de Gaza. C'est quand même étrange pour un groupe qui est reconnu comme terroriste tant que tel, pour un groupe qui n'a jamais agi militairement hors de son territoire. Mais pourtant, ils envoient des missiles, semble-t-il, en ce moment. Ben, évidemment. Alors là, c'est une question de guerre. Les Palestiniens se disent en guerre avec Israël, et en temps de guerre, on ne s'envoie pas des fleurs, malheureusement. On s'envoie des... Et généralement... Ces missiles sont dirigés vers des objectifs militaires ou, faute de pouvoir être précis, sont dirigés sur le territoire israélien sans autre précision. Alors, ils ont envoyé en gros, pour l'instant, 3300 missiles. Bon, mais il faut savoir que ces missiles sont, en tant que tels, c'est un exploit qu'ils ont construit sans que les Israéliens le sachent ou les détruisent à l'avance, 3300 missiles. Mais c'est des missiles à basse intensité explosive. Et c'est des missiles artisanaux. Alors, bien sûr, globalement, ils sont lancés vers des objectifs militaires, mais c'est globalement, c'est dans la direction de... Toutefois, avoir lu que les pertes militaires des Israéliens sont 5 ou 6 fois supérieures aux pertes civiles. Absolument, mais surtout, il faut admettre aussi, alors on entend les chiffres de 3300 missiles, il faut admettre que la plupart ont été quand même interceptés par le fameux bouclier qu'il faut préciser, n'est pas israélien. Tout le monde fait une omission très importante. C'est le bouclier que les Américains ont testé lors de la guerre d'Irak, c'est le fameux système des patriotes américains. Donc c'est une aide massive que les États-Unis donnent à Israël. C'est de la haute technologie très performante. Ce sont des missiles antimissiles. Exact. Mais cela étant, les missiles du Hamas et du djihad islamique ont réussi à pénétrer et à frapper Israël. Très bien.
qu'est-ce que veut le Hamas en envoyant ces missiles? C'est pas gagner la guerre, mais Voilà, c'est un effet psychologique. globalement, les nouveautés de cette guerre, il y en a plusieurs. D'abord les missiles. Tout le monde sait, même le Hamas, évidemment le sait, et le djihad islamique, que les missiles n'ont pas une portée géomilitaire ou géostratégique. Leur importance est surtout psychologique. D'abord, le fait qu'ils ont réussi à les construire sans être interceptés par les Israéliens. N'oublions pas que Gaza est un camp de concentration à ciel ouvert. Il est encerclé, c'est la plus haute densité de la population au monde, c'est totalement pauvre et corrompu, et il est infiltré par le Mossad et les services militaires et services secrets israéliens. Donc le fait en lui-même qu'ils aient réussi à cacher 3300 missiles, et certainement ils en ont beaucoup plus, c'est tout au moins ce qu'ils déclarent, c'est déjà un exploit en lui-même. Le côté psychologique, c'est évident, c'est la première fois que les villes israéliennes, et c'est surtout celles du nord, c'est-à-dire de Tel Aviv, sont touchées de plein fouet par la guerre entre Israéliens et Palestiniens. Et n'oublions pas que Tel Aviv est une ville et une métropole peuplée par les vainqueurs de la globalisation. Cette jeunesse de Tel Aviv qu'on a vue sur les télévisions françaises lors de la crise du Covid, qui ne pense qu'à faire la fête et qui ne veut plus entendre parler de guerre et surtout pas des colons israéliens. Donc, il y a vraiment une dimension symbolique, montrer que personne ne peut échapper à la guerre, fût-on dans une ville festive, mais que si on appartient à un pays qui poursuit depuis des décennies une action colonisatrice, et ben, en quelque sorte, on est entraîné dans une co-responsabilité et que on ne peut pas prétendre vivre à l'écart de ces violences qui frappent depuis des décennies la population palestinienne, Absolument. hommes, femmes, enfants inclus. Bon, ça c'est le côté des missiles. L'autre nouveauté, c'est que tout en étant Hamas, faisant partie de cette mouvance des frères musulmans et étant sunnite, le fait qu'il a encore cette technologie et ces missiles, ça veut dire que son aile armée n'a pas rompu les liens avec le Hezbollah et l'Iran. Parce que c'est quand même une technologie iranienne et du Hezbollah. Donc, Alors le Hezbollah n'est pas tellement implanté il n'est pas dans la implanté bande de du tout, Gaza. il a que des contacts militaires Indirect. avec le Hamas. Mais si le Hamas réussit à faire ce qu'il a fait de Gaza, les Israéliens ne peuvent que imaginer ce que Hezbollah est en train de leur préparer du sud Liban. Vu que le Hezbollah au sud Liban, c'est un État dans l'État. N'oublions pas que le Hezbollah fait partie du gouvernement libanais et que Israël a tenté plusieurs fois de détruire ou de neutraliser le Hezbollah. Ils n'ont jamais réussi. Donc le message indirect, c'est si Hamas réussit à envoyer 3300 missiles de basse intensité explosifs sur Israël et Tel Aviv, on peut imaginer ce que le Hezbollah peut faire dans une guerre prochaine, surtout que Tel Aviv, qui est au nord de la Palestine occupée et qui est plus proche de la frontière libanaise, que de la frontière avec Gaza. Les Arabes israéliens, comment, dans cette situation complexe pour eux, comme pour toute la population de cette contrée, comment se positionnent-ils, comment réagissent-ils? Alors, il faut savoir que les Arabes israéliens, ou ceux qu'on considère comme étant Arabes israéliens, c'est les Arabes qui n'ont pas quitté, pour une raison ou une autre, lors de la Nakba, c'est-à-dire de la catastrophe de 47, de la création, de la partition de la Palestine en deux États. Donc, ils sont Oui, restés dans ce qui est devenu Israël en 1948. Ils ont oui, plusieurs privilèges, dont le fait d'avoir des partis minoritaires à la Knesset. Ces Arabes israéliens sont exemptés de service militaire. Mais cela étant, ils ont généralement été intégrés. Certains diraient que c'est quand même des citoyens de deuxième classe. Et ils n'ont jamais bougé. Ce qui est important, c'est que cette fois-ci, c'est pour la première fois, les Arabes israéliens ont manifesté massivement dans les rues d'Israël. Et il y a eu des ferments de guerre civile avec des accrochages, non seulement avec la police, mais avec les Israéliens juifs. Cette réaction des Arabes israéliennes qui est nouvelle peut avoir des conséquences à terme
d'implosion d'Israël. Cela étant, pour l'instant, Bibi Netanyahou doit être, d'une certaine manière, relativement content, parce qu'avec cette crise de Gaza, les partis arabes israéliens minoritaires ont dû se retirer sous la pression de leur population de la coalition qui se préparait anti-Netanyahou. Donc, dans un certain sens, si la guerre finit maintenant, le grand vainqueur, d'une manière paradoxale, est Bibi Netanyahou, qui retrouve son assise du pouvoir assez confortée. La presse israélienne, est-ce qu'il y a une presse réellement libre qui considère qu'il n'y aura pas de paix durable si si les Israéliens continuent la colonisation en tâche de léopard et si les Palestiniens sont relégués dans des bantoustans, comme on disait en Afrique du Sud, des bantoustans de plus en plus éclatés et invivables? Franchement, si tu veux avoir des nouvelles impartiales et relativement neutres et de deux côtés de la crise, il vaudrait mieux lire la presse israélienne si tu connais l'anglais. Elle est beaucoup plus libre et indépendante que la presse en France. C'est une presse Tout à libre. fait. L'état d'esprit de beaucoup d'élites françaises qui ont manifesté bruyamment, y compris en mettant un peu partout des drapeaux israéliens, est tout de même assez étonnant. Et c'est souvent à l'étranger qu'on a des sons de cloche différents. Par exemple, je pense à une avocate qui est à la fois israélienne et canadienne et qui défend les intérêts palestiniens et qui explique les causes réelles de l'affrontement actuel d'une manière beaucoup plus nuancée que ce que l'on entend bien souvent sur les médias français. Tant qu'en France on nous dit qu'on défend Israël parce que c'est la seule démocratie au Proche-Orient, ça me fait doucement rire. Parce que non seulement ce n'est pas la seule démocratie au Proche-Orient, vu que le Liban et l'Iran sont des démocraties où il y a des élections qui se tiennent régulièrement. Je tiens à signaler quand même que deux pays du Proche-Orient qui n'ont pas de constitution, c'est Israël et l'Arabie Saoudite. Et en Israël, il n'y a pas de nationalité israélienne. La nationalité israélienne est définie comme un groupe ethnique. C'est-à-dire, dans la carte d'identité, il y a écrit groupe ethnique. Alors, il y a écrit hébreu, ou juif, pardon, arabe, et même on permet aux Russes et aux Égyptiens d'être inscrits comme groupe ethnique. La Cour suprême israélienne a rappelé à tout le monde que Israël est le foyer national, pour utiliser la déclaration de Balfour, est le foyer national des Juifs. Donc, les groupes ethniques sont définis dans la carte d'identité pour justement rappeler cette réalité du foyer national. D'accord. Mais alors, pour le coup, si on a nationalité arabe, citoyenneté israélienne, on est forcément un Israélien de sous-ordre, même si on partage avec les Juifs quelque chose qui n'est pas négligeable, à savoir qu'on est sémite. Alors, nous allons maintenant aborder une question qui est une question qui revient depuis des années, qui est l'importation en France de cette guerre, de ce conflit israélo-palestinien, importation qui se fait par le fait que nous avons en France une forte immigration, notamment de musulmans et d'arabo-musulmans, qui se sentent en partie, pas tous hein, bien entendu, mais en partie impliqués dans ce conflit. Tout d'abord, je connais des Français qui ne sont pas d'origine arabe, de Français de souche, qui sont pro-palestiniens. Donc c'est pas nécessairement... Et je connais même des juifs d'ailleurs français qui sont antisionistes. Il ne faut pas confondre quand même la politique internationale avec les banlieues. Qu'il y ait des problèmes avec les banlieues et les communautés, l'immigration dans les banlieues, soit. Mais la Palestine n'est pas une guerre de religion. C'est une guerre d'un peuple qui est musulman et chrétien et qui revendique, comme tous les peuples, d'avoir le droit d'avoir un État indépendant et souverain. Donc, c'est une absurdité de dire qu'il ne faut pas importer cette guerre. Et cela étant, dans le discours national en France, sur les banlieues, on omet quand même, tous les journalistes, les médias et les politiques omettent la politique internationale de la France. Or, la France porte des responsabilités sur la guerre du Proche-Orient. D'abord, la France a voté pour la partition en 1947. Partition qui, à titre personnel, quand on regarde les cartes, je la trouve parfaitement ingérable
Et c'est bien pour ça que j'insiste sur le fait que le dernier plan à peu près gérable, c'était bien le plan William Peel de 1937. Oui, effectivement, une partition qui a donné à 17% de la population de l'époque, qui était à peine venue d'Europe, la diaspora israélienne, donc de l'époque, qui faisait pas la majorité du territoire de l'État de Palestine. Donc c'est totalement ingérable et injuste. Il ne faut pas non plus oublier que la France a fait la guerre de 56 de Suez avec les Anglais, et plus proche de nous, parce qu'on ne va pas remonter dans l'histoire, mais plus proche de nous, c'est-à-dire hier et avant-hier, la France a été quand même partie prenante dans la guerre en Irak. On a beau se souvenir du discours de Villepin, la France a quand même fait le blocus de l'Irak qui a causé plus de morts que la guerre en elle-même. Oui, entre 91 et 2003. Exact. Toutefois, saluons quand même, ah oui, absolument. Quand même la position de Chirac et de Villepin en 2003, même si ça n'excuse pas un blocus qui a été terriblement meurtrier, mais pas pour l'armée irakienne, mais terriblement pour la population, pour les enfants irakiens. Malgré tout, nous n'avons pas eu une politique aussi critiquable que par exemple la Grande-Bretagne, qui a d'ailleurs un point commun avec Israël, elle n'a pas non plus de constitution écrite. Et plus proche de nous, donc nous disions, il y a quand même la guerre en Libye qui a été voulue par Sarkozy et les Anglais, et la guerre en Syrie. N'oublions pas qu'à l'époque, Fabius, le ministre des Affaires étrangères de Hollande, avait glorifié le groupe Al-Nusra, qui était quand même une des branches de Al-Qaïda en Syrie. Fabius avait expliqué que le chef d'État syrien n'avait pas le droit de vivre. Et nous avons favorisé, nos gouvernants ont favorisé, en tout cas n'ont rien fait pour empêcher l'envoi de djihadistes français combattre le gouvernement légitime syrien. Et souvent d'ailleurs en France on nous dit, où sont ces musulmans modérés quand il y a des attentats en France? Je me permets en boutade de le dire, ils sont peut-être sous les bombes françaises en Irak et en Syrie et en Libye. Absolument. Parce que n'oublions pas que ces pays-là, l'Irak, la Libye et la Syrie, étaient des pays laïques, nationalistes et faisaient barrage à l'islamisme. Et je rappelle d'ailleurs que tous ceux qui disent en France où est la communauté musulmane modérée sont les mêmes qui ont abandonné en prison, et il est mort en prison, Tarek Aziz, le chrétien ancien ministre des Affaires étrangères de Saddam Hussein, qui est innocent. Il n'a jamais été condamné de quoi que ce soit. Et ils l'ont laissé mourir en prison. Il faut aussi savoir que la communauté internationale dans la France est garante du processus de paix et des accords de paix. Je vais donner un exemple. Dans les accords de paix, il était prévu qu'il y ait un aéroport international à Gaza, avec la communauté internationale, et en particulier l'Union européenne, qui aurait dû s'occuper de la douane. C'est-à-dire pour être sûr que Hamas n'utilise pas l'aéroport pour importer du matériel militaire et ainsi de suite. Cet aéroport qui a été financé par l'Union européenne, donc par le contribuable européen, c'est-à-dire toi et moi, dès qu'il a été inauguré, a été détruit par l'aviation israélienne. Et depuis l'époque, ça fait plus de 10 ans maintenant, il n'a jamais été reconstruit. C'est un peu trop facile de dire il ne faut pas importer cette guerre en France. La France et la communauté internationale et l'Union européenne sont parties prenantes de cette guerre. Pour revenir à ce que tu disais à propos de l'antisémitisme, un des prétextes pour interdire cette manifestation pro-palestinienne a été qu'on ne voulait pas relancer l'antisémitisme en France. Or, à part que les Arabes sont des sémites, il ne fallait pas l'interdire. Parce que la solidarité ne peut pas être à géométrie variable. On ne peut pas mettre au même plan l'agresseur et l'agressé. Il est évident que dans le conflit israélo-palestinien, l'agresseur c'est Israël, l'occupant, et l'agressé c'est celui qui combat pour sa libération et pour son indépendance. Mais comme tu disais, pour revenir sur l'antisémitisme et l'amalgame qui est fait entre antisémitisme et antisionisme, il faut savoir que souvent les antisémites sont des fervents philosionistes. Non, ce n'est pas vrai que l'antisémitisme et antisionisme est égal à antisémitisme ou à anti-juif, vu qu'il y a des juifs antisionistes, d'ailleurs les juifs orthodoxes. J'en connais. Absolument. Il y a des chrétiens antisionistes et des chrétiens sionistes. Donc,
ce n'est pas vrai que antisionisme égale antisémitisme, et donc il faut donner le droit aux Palestiniens ou aux pro-Palestiniens, qu'ils soient français de souche ou immigrés, le droit de manifester pour la Palestine et en solidarité du peuple palestinien. Tout à fait, tout à fait. Et Donc, on se demande un peu à quel jeu joue le gouvernement. Je crois qu'on a clarifié un certain nombre de choses, et puis à chacun de réagir. voilà, donc en ce qui nous concerne, solidarité à la Palestine et aux Palestiniens sans complexe. Toutefois, nos auditeurs sont libres de commenter dans les champs de commentaires de cette vidéo. Liberté de manifester, pas d'importation du conflit en France, à savoir que les juifs français ne sont pas responsables des exactions de certains extrémistes. Donc là, position très claire, mais solidarité avec une lutte de libération nationale, que ça soit en Palestine ou dans d'autres pays. Particularité terrible de la Palestine, c'est que ça fait quand même presque 80 ans qu'un peuple est privé d'habiter sur sa terre. C'est quand même étonnant. C'est scandaleux. Merci à tous nos auditeurs. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez évidemment commenter en toute liberté, mais avec le respect de tout un chacun. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. C'est d'une importance primordiale pour les algorithmes de YouTube. Bonsoir à tous. À bientôt. Voilà. Bienvenue à notre nouvelle émission, le coup de gueule de Nicolas Bonal. Aujourd'hui, Nicolas va nous parler de la dictature sanitaire. À toi, Nicolas. Oui, bonjour Gilbert. Donc, la notion de dictature sanitaire, elle est sur toutes les bouches, surtout dans la bouche des antisystèmes ou des lanceurs d'alerte, comme on dit, ou des protestataires, ou des gens d'extrême droite, ou des gens d'extrême gauche. On a d'ailleurs vu qu'en France, les seuls politiques qui ont joué un rôle intéressant, c'est Florian Philippot et la petite Marion Le Pen, et le reste s'est rangé derrière le gouvernement et ses lois et son comportement liberticide. Alors évidemment, la notion de dictature est assez vague, il faut bien le dire, mais je vais y revenir justement parce que cette notion de dictature, elle est apparue en fait en deux temps. Il y a une notion traditionnelle qui est la notion à la grecque, on va dire, avec un pouvoir autoritaire qui frappe, qui tape dessus, qui enferme les gens dans les prisons et tout. Et puis, il y a une notion plus moderne qui est apparue avec le progrès économique, avec la révolution industrielle, avec les moyens modernes de communication, et elle a été analysée par un certain nombre de gens tout à fait respectables, qui ne sont pas des extrémistes politique, mais qui constate simplement que le monde actuel est un monde qui tourne facilement vers la dictature. Alors, par exemple, nous, on a évidemment l'aspect dictature sanitaire, je vais y revenir, le vaccin, le pass, on a les progrès de l'étatisme. On a vu aux États-Unis un article intéressant d'un certain Jordan Schachtel hier, qui lui a parlé dans le site libertarien de Ron Paul, en fait une dictature démocrate aux États-Unis, parce que les démocrates tenaient déjà l'administration à Washington. Il dit que c'est de l'ordre de 95% des fonctionnaires américains qui sont des démocrates, et que donc ils ont viré Trump, ces fonctionnaires, avec le Covid, entre autres, et qu'ensuite ils l'ont remplacé par une dictature covidiste. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que c'est fini. C'est-à-dire que le sujet qu'on est en train de faire, le coup de gueule de Nicolas Bonal sur la dictature sanitaire, peut-être qu'il n'est déjà plus valable. Pour ce monsieur, pour Schachtel, il dit, une fois qu'ils ont viré Trump, une fois qu'ils ont pris le pouvoir, une fois qu'ils ont encadré le pays, il n'y a peut-être plus besoin de cette dictature sanitaire. Elle est déjà passée d'usage. Or, en ce moment, il y a plutôt des bonnes nouvelles. On a vu Philippot qui parle des embarras du concert d'Indochine qui n'a pas pu se monter parce que justement on demande trop de contraintes aux gens, et il y a des limites. Et puis de l'autre côté, il y a le pass sanitaire, le Sénat n'est pas très d'accord, ça devient très compliqué. Ensuite, il y a les complications technologiques, ce que disait mon ami Lucien Cerise sur le fait qu'on va vers une société de la déglingue, parce que si en effet il faut sortir les codes QR, les ci, les ça pour sortir dehors, ça va devenir tellement ridicule que ça ne pourra pas durer. Il y a donc tout un tas de notions à approcher, mais je vais commencer quand même par, puisque c'est ma formation, historien, par un rappel historique.
Donc, je disais, je pensais à Bernanos que j'ai relu ces jours-ci. Bernanos rentre d'Amérique du Sud, où comme moi, il a vécu des années, en 1946, à l'appel du général de Gaulle. Et il commence à constater que la démocratie n'a pas grand-chose à reprocher au système hitlérien, tel quel. Il dit que finalement, c'est un système de contrôle, c'est un système où l'État est partout, c'est un système de réduction des libertés, c'est un système où 80% de ce qu'on gagne file aux impôts, et c'est un système où une administration pléthorique que déjà dénonçait Karl Marx à l'époque du Second Empire de Napoléon III, et c'est l'époque, donc une administration pléthorique devient envahissante. Or, c'est le moins qu'on puisse dire aujourd'hui. Hein. Il y a l'administration qui vient t'appeler pour savoir si tu veux te vacciner, l'administration qui va te contrôler pour savoir si tu as été tatoué numérique, l'administration qui va te savoir par Internet si tu es anti-gouvernemental ou pro-gouvernemental. Et on a de plus en plus de gens qui se font enfermer, arrêter sans aucun problème. Donc, Bernanos dit que cette notion de démocratie avec le peuple qui a la liberté et tout ça, c'est du vent, c'est du vent. On a une possibilité de voter tous les 4 ans ou 6 ans ou 7 ans pour à peu près garder le même système, les mêmes orientations politiques au sommet. Et en France, on le sait bien depuis 40 ans, il n'y a aucun intérêt à voter droite ou voter gauche. Tu restes dans le cadre européen qui lui-même devient de plus en plus fou avec Ursula von der Leyen et ses conseillers, notamment un certain Peter Piot, qui est une terreur. Il est marié à une Américaine qui s'appelle Larsen, et ce sont 2 vaccinateurs en chef. Et alors, eux veulent en effet persécuter les gens qui ne se vaccinent pas en Europe. Mais ça, malheureusement, ça s'intègre dans un ensemble de déperdition de liberté qui est très ancien, et les gens ne s'en rendent pas compte. Dans les années 2000, quand on a vu vraiment le mondialisme se mettre en place en Occident et le système Internet avec un système global avec plus aucune différence politique entre droite et gauche et tout ça, Serge Halimi, avec qui j'étais en correspondance à l'époque dans le monde diplomatique, a parlé de société néo-totalitaire. Je trouve que c'était assez juste. Bernanos, lui, utilise 2 autres fois le mot totalitaire dans La liberté, pourquoi faire. Bernanos dit il y a la démocratie totalitaire, comme ça, comme on dit, c'est un oxymore, mais j'aime beaucoup, on peut tout à fait démocratie totalitaire. De toute manière, comme je l'ai dit la semaine dernière, il y a quand même aussi dans la démocratie grecque quelque chose qui fait assez peur. Hein. Le citoyen est complètement en esclavage vis-à-vis de l'État. Hein. Alors, on dit que c'est un homme libre, mais c'est une manière de parler hein, quand même dans ce cas. Et ensuite, il y a à la même époque, donc société totalitaire, démocratie totalitaire et capitalisme totalitaire. Le capitalisme totalitaire devient possible en ce moment de manière assez facile, vu que les fameuses GAFAM contrôlent tout. Elles contrôlent nos vies, elles contrôlent notre pensée. L'individu, surtout anti-système, j'allais dire, passe beaucoup de temps à s'informer, donc on sait tout ce qu'il pense sur Internet. Il est tout le temps à réagir, donc on sait comment il réagit. Ces GAFAM valent 2 000 milliards de dollars chacune en bourse, ou 3 000, je ne sais plus, Microsoft, Apple, Facebook, etc., Amazon. Et je me souviens, tu te souviens aussi, quand nous étions jeunes, il y a eu ce petit film de Henri Verneuil qui était très sympathique, Henri Verneuil d'origine arménienne, un bon camarade d'Anard de droite, proche d'Audiard, mais qui avait en même temps une belle vue de ce qui allait nous passer. Il a fait un film sur la CIA qui s'appelle Le Serpent. Et ensuite, il a fait 1 000 milliards de dollars. 1 000 milliards de dollars, c'est pour ça que j'y viens, c'était la totalité des actifs boursiers de l'époque. Aujourd'hui, mais c'est peanuts, c'est rien du tout. Je crois que c'est 50 000 milliards pour Wall Street ou 60 000, puisque ça augmente tous les jours avec tout le pognon qu'ont déversé les banques centrales. Et on a 2 500 milliards par GAFAM, pour Google, pour Amazon et tout ça. Donc, tout cela a fantastiquement gonflé. Or, ce sont ces gens qui ont les outils technologiques pour contrôler totalement les populations, si les populations acceptent de se faire marquer numériquement. Moi, personnellement, je n'ai pas de smartphone et je déconseille aux gens d'avoir un smartphone. Évidemment, comment dire aux gens arrêtez d'avoir un smartphone? Donc là aussi, on est dans une dictature un peu particulière dont a parlé Bernanos. Il dit, Bernanos, il y a une complicité suspecte entre la victime et le bourreau. Comme c'est juste, comme c'est vrai. On revient au sujet de la dernière fois, la servitude volontaire, et quelque chose d'un peu plus vicieux là. C'est qu'en effet, on adore la technologie, on adore la bagnole, on adore
les jouets techniques, on adore le smartphone, donc il est difficile après de réclamer une indépendance quand on est devenu addict, comme on dit, à cette drogue de technologie qui limite nos libertés. Voilà, sans cette technologie, on ne serait pas capable de faire cette émission. Je sais, avant, on avait la correspondance, on avait les lettres, on avait d'autres manières de s'exprimer qui étaient plus belles et plus profondes que le petit message d'aujourd'hui. Ça, alors, c'est un autre débat pour ou contre la technologie. Il est évident que moi, je suis contre, mais d'un autre côté, je suis comme tout le monde, je suis techno-dépendant, j'aime ça, etc. Mais enfin, il faut savoir que je n'ai pas Internet ici. Je le pique à mon voisin, je le pirate et que je n'ai pas de smartphone. Et j'ai arrêté de regarder la télé en 1984. Je te jure, en 1984. Je suis à 40 ans sans télé. Alors ensuite, il y a d'autres éléments de dictature actuelle, parce que c'est ce que je voulais dire. L'expression n'est pas excessive. L'expression n'est pas excessive. Guy Debord a parlé donc du despotisme peu éclairé. Il a dit le spectacle, à savoir la démocratie occidentale, son destin n'est pas déterminé en despotisme éclairé. Le despotisme éclairé, on l'a en Russie, le despotisme éclairé, on l'a en Chine ou dans d'autres pays. Mais là, on a un despotisme, on a un autoritarisme forcené et désordonné. On le voit bien en France avec la réaction, je ne vais pas commenter, des militaires ou des policiers. Le système est complètement chaotique aux États-Unis aussi, tout en ayant un État pléthorique, une administration pléthorique, des effectifs de police pléthoriques et une police de la pensée pléthorique. La police de la pensée, on en a parlé il y a 40 ans déjà. C'est Blandine Kriegel qui en avait parlé dans le Figaro. Donc en France, c'est une vieille histoire, la police de la pensée. On a ça dès le XVIIIe siècle. C'est ce que le très grand historien de la Révolution et philosophe Cochin a appelé la terreur sèche. Il explique déjà à l'époque qu'il y a des comités d'épuration littéraire au XVIIIe siècle, et c'est ce qui fait qu'on se retrouve dans nos manuels littéraires à la con que certains défendent encore, avec, comme disait Flaubert en se marrant, Diderot toujours suivi de d'Alembert, Voltaire, Rousseau, que sais-je encore. Il y a très peu d'écrivains qui restent du XVIIIe siècle parce qu'il y a eu ce comité d'épuration littéraire, la terreur sèche donc de Cochin, qui a effacé le tout. Et actuellement, et déjà d'ailleurs, on est dans une forme de dictature woke au XVIIIe siècle, comme je le disais la dernière fois, avec la mythologie du bon sauvage. C'est finalement la même chose que les woke d'aujourd'hui. Tout ce que font les Blancs est mauvais, tout ce que font les civilisés est mauvais, tout ce que font les pays développés est mauvais. La seule chose, d'ailleurs, ils n'ont pas tout à fait tort, on pourrait en parler une autre fois, mais bon, c'est thèse, antithèse. Et on arrive à une société qui rejette complètement tous les acquis de sa propre civilisation, comme en ce moment, pour déconstruire l'histoire de France à la manière de l'autre et réclamer autre chose. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'on arrive à une dictature woke, dont a parlé un intellectuel juif américain néoconservateur qui s'appelle Goldberg, Jonah Goldberg. Le livre n'a pas été traduit en français alors que ça a été un succès aux États-Unis, c'est un véritable scandale. Et Goldberg dit, nous sommes dans une perspective de fascisme libéral aux États-Unis. Il écrit ça en 2007. Nous sommes dans une perspective de fascisme libéral, et il rappelle que la gauche aimait beaucoup Mussolini, et même au début, elle aimait assez Hitler, et que cette histoire de fascisme avec fusion des corporations et de l'État, avec une administration pléthorique, avec une surveillance du citoyen, finalement, ça convient très bien à la gauche, tout comme ces textes qui ont été écrits récemment sur le fait que le confinement convient mieux au gouvernement de gauche qu'au gouvernement de droite. On l'a vu en France, on l'a vu en Espagne, on l'a vu en Italie, puis en Espagne, il y a une petite révolte à Madrid. On ne sait pas si cela aura un grand futur. D'ailleurs, les populations sont allées au confinement en chantant. Oui, alors ça, on va en parler après. On en a déjà parlé puisqu'on a parlé de la servitude volontaire. On a un exemple tout simple. Moi, je lis la presse américaine plus volontiers que la presse française, anti-système, parce que je trouve que les gars sont des pointures. Et il dit qu'à moins de 50 000 $ par an, tu n'as pas intérêt à sortir de chez toi pour aller bosser. 50 000 $, c'est de l'argent, Gilbert. C'est 45 000 € ou 40 000 €. Alors, la vie est beaucoup plus chère aux États-Unis qu'en Europe. Enfin, surtout que l'Europe que nous connaissons, toi et moi, qui est l'Europe du Sud, méditerranéenne. On paye moins d'impôts aux États-Unis. Oui. Mais bref, le gars à 30 000 $ chez lui, il n'a pas intérêt à aller servir des McDonald's. On est tous d'accord, ou à jouer au chauffeur routier. Encore que paraît-il, un chauffeur routier peut toucher jusqu'à 75 000 $ aux États-Unis. Là encore, c'est un pays tellement compliqué, les États-Unis, qu'il est toujours très, très difficile d'en parler, voir ce qui se passe au Texas ou ce qui se passe en Floride, qui sont des pays 100 fois plus libres que la Russie ou la Chine, que nous donnent en exemple certains anti-systèmes.
Là, donc, on a tout un tas d'éléments qui permettent de dire que le monde moderne a créé une dictature et il a créé en effet un citoyen extrêmement soumis, extrêmement résigné. C'est le troupeau dont parle Tocqueville, qui est extrêmement résigné, qui est extrêmement docile, dont parle, et Tocqueville dit cette phrase fameuse que l'État pourrait lui ôter la peine de vivre. Ben, on y est presque avec la mythologie qui s'est développée autour du vaccin. Et la mythologie Bill Gates, hein, je ne parle pas de celle des antisystèmes, c'est Bill Gates qui a dit on a les vidéos, nous voulons 1,5 milliard de gens de moins grâce au vaccin. Donc, on a ça, un État qui, avec l'aide des corporations, va pouvoir réduire le nombre de la population. Maintenant, je passe à un seuil plus précis qui est celui de la dictature sanitaire. Alors, on a vu que le docteur Denis Agré a été arrêté, que le docteur Fourtillan a été arrêté. Il y a un médecin dans je ne sais plus quel pays qui a été en Italie, je crois qu'il s'est. Non, en Grèce, c'est ce que me disait mon ami Panagiotis Grigoriou, qui a eu un livre publié chez Fayard sur la crise grecque il y a une dizaine d'années. Et donc, cette pauvre femme s'est retrouvée en asile psychiatrique parce qu'elle déconseillait les vaccins. Donc, en effet, ça devient un peu inquiétant. Alors, la mythologie de la dictature sanitaire pour le système, on va reprendre Attali, à tout seigneur, tout honneur. Il parle d'un gouvernement mondial qui pourra se faire avec une crise sanitaire mondiale. Il parle de la monarchie absolue qui s'est établie en France avec les hôpitaux. On pense aux invalides, on pense à tout ça. Et dès le XVIIe siècle, ensuite avec Napoléon, ça se renforce évidemment. Et comme par hasard, ce sont deux stars de notre histoire, hein, les tyrans, hein, c'est Louis XIV et Napoléon. On assiste donc à une militarisation de la France, à une centralisation de la France que Tocqueville a aussi dénoncé dans son ancien régime et la Révolution. On a le dogme des invalides et on a organisé notre culture patriotique autour de la guerre et de la mort. C'est ça, hein, malheureusement. C'est pour ça que moi, je suis très, très antipatriote. Et j'ai écrit un livre contre ça, justement, en 1997, qui s'appelait « Le coq hérétique ». Autopsie de l'exception française, où je montrais les problèmes qui sont liés à la conscience française depuis cette époque. Il avait été publié aux Belles Lettres, et c'est-à-dire un éditeur plutôt libéral et plutôt libertarien, comme on disait à l'époque. Maintenant, évidemment, cette notion est compliquée. La notion de dictature sanitaire, elle s'est mise en place avec le développement des vaccins, le développement des hôpitaux, le développement de la santé publique. Alexis Carrel en parle très bien, et puis il y a un développement qui devient fou, dont a parlé Václavic, Paul Václavic, dans des livres passionnants et très drôles. Hein, ça, je les recommande beaucoup, Václavic, dans les années 60 et 70. Il parlait donc comment faire vous-même votre malheur, et il disait on dépense des fortunes colossales pour la santé en général pour rien. Un Allemand avale dans sa vie 3 tonnes de pastilles et de comprimés de médicaments. 3 tonnes, j'exagère à peine, hein, peut-être 2. Et on se retrouve en effet dans le film Vol au-dessus d'un nid de coucou avec l'infirmière en chef jouée par Louise Fletcher qui contrôle tout son régiment de malades imaginaires ou pas imaginaires et qui instaure une petite dictature. Là-dessus aussi, Chesterton a écrit de très belles phrases sur la dictature féministe qui se met en place aux États-Unis. Lui, il l'a décrit dans les années 20. Hein, dans les années 20, et il appelle ça le monde comme nursery. Et il dit le citoyen n'aura plus de droits, le citoyen sera un enfant. On est infantilisé dans ce cadre, oui. D'ailleurs, tu remarqueras le déferlement de programmes sanitaires sur les télévisions et les médias en général, partout, et même Hollywood, dans toutes leurs séries télévisées maintenant et dans tous leurs films, il y a la figure du psychiatre qui est toujours omniprésente. Ce que tu disais sur les psychiatres est intéressant parce que Tocqueville l'annonce aussi. Il dit en démocratie, on va ignorer le corps et on va aller droit à l'âme. Et en fait, donc, on voit déjà que le cerveau sera altéré. Et Bernanos en parle aussi, alors qu'on n'est pas encore vraiment dans la neuropsychiatrie ou dans le neuropiratage de mon ami Cerise. Mais déjà, ces penseurs voient que par la presse, par l'opinion publique, on va arriver à créer un individu normalisé, en quelque sorte, de plus en plus banal et de plus en plus répétitif. Et ensuite, avec les guerres et avec les progrès de la communication, ça va devenir de plus en plus simple. Moi, d'un autre côté, je pensais que grâce à Internet, on pourrait arriver au contraire à plus de gens qui auraient des opinions plus divergentes, qui ayant accès à des sources d'informations très différentes, pourraient se cultiver et devenir avec un esprit plus critique. Puis en fait, on n'a pas du tout l'impression que ça se soit passé comme ça. On a Instagram, on a Facebook, on a TikTok.
Et on se rend compte que le cerveau humain, en effet, devient un véritable TOC. Il y a une limitation totale, là-dessus. Donc, on a une espèce d'homogénéisation qui s'est créée à cette époque-là, à partir du XXe siècle, et qui ne fait que se développer de notre époque. C'est le grand écrivain juif autrichien Stefan Zweig qui a parlé dans les années 30 de l'uniformisation du monde. En fait, on voit l'émergence à cette époque-là avec la radio, le cinéma et tout le reste d'un homme occidental planétaire, déjà, un homo occidentalis. Et dans un livre préfacé par un autre grand intellectuel de l'époque, Drieux-La Rochelle, écrit qu'on va vers une civilisation européenne qui est basée sur du clic et du toc et qui crée un homme tout à fait quelconque, un homme masse qui va accepter en fait toutes les dictatures actuelles, dont la dictature sanitaire actuelle, puisque on a dit il y a quelques jours, alors là on va arriver à un autre problème, on a dit il y a quelques jours que 40% des Français reprochent au gouvernement d'aller trop vite dans le déconfinement, Gilbert, c'est quand même pas mal. Donc le débile mental a peur, le virus va lui sauter dessus dans la rue et va le tuer, ainsi qu'une personne sur 3000 que le virus a tué dans le monde. Parce que tu écoutes les gens, on a l'impression que le virus a tué 30% de la population humaine, parce qu'on en a beaucoup parlé à la télé. Autrement dit, le gars confond intégralement le monde virtuel et le monde réel, ou le monde de la télé et le monde de la réalité. C'est comme ça. Et donc les Français sont encore pires que Macron. Ils veulent encore plus de trick, ils veulent encore plus de confinement, ils veulent peut-être encore plus de vaccins que le gouvernement, que sais-je. On ne sait pas aussi jusqu'à quel niveau ça peut aller. Et là, on peut renverser donc la notion de dictature. La dictature, non pas vient d'en haut et s'applique à un pauvre peuple victime, mais la dictature vient d'en bas, de cet homme masse dont on vient de parler, l'homme sans qualité aussi de l'écrivain Musil, l'homme universalisé de Stefan Zweig. Je cite à dessein des intellectuels juifs pour montrer que ce n'est pas du tout lié à des fantasmes nazis. Au contraire, ils ont parfaitement vu ça arriver. Il y a aussi Elias Canetti dans Massé Puissance, qui en a très bien parlé. Et donc, on a cette espèce d'individu crétin qui réclame plus de contrôle, plus de psychiatres, plus de soutien, plus d'allocations, plus de subventions. C'est que le citoyen dont on parlait il y a 5 minutes sur Biden, à propos de Biden qui dit bon, je vais vous donner 30 000 ou 40 000 dollars par an, bon, les gars ne vont plus travailler. Et en effet, si on peut lui dire ne sors pas parce que tu sais c'est dangereux et reste à la maison et connecte-toi, pourquoi pas? Donc là, est-ce qu'on est en dictature? On n'est pas plutôt dans une involution totale de l'humanité, dans une espèce de bonhomme enfermé dans une cellule et qui croit tranquillement ce qu'on lui dit, pourvu qu'on lui assure le minimum vital pour se loger et pour s'alimenter. Et on en revient au film qui m'a vraiment marqué. Je crois que c'est un des films les plus importants du 21e siècle, c'est The Island, qui n'a eu aucun succès avec Ewan McGregor et Scarlett Johansson. Donc, ce sont des clones qui ont été transformés en humains parce qu'on avait besoin de leur conscience pour pouvoir couper leurs morceaux pour les donner aux propriétaires, si j'ose dire. Ces clones, on les maintient dans une espèce de base. On fait croire qu'il y a une épidémie dehors et ils n'osent pas sortir. Et on a des images extraordinaires de ce film parce qu'ils ont des bracelets. Même pour ouvrir son placard chez lui, il a besoin d'un bracelet. Et s'il se met à faire pipi, on analyse instantanément ses urines parce que c'est important évidemment en amont. Et ensuite, ils n'ont pas le droit de se contacter. Et un agent arrive, ce n'est pas un robot, ce n'est pas un drone, parce que maintenant c'est des drones à Singapour, on est allé encore plus loin que The Island, pour leur dire de maintenir une certaine distanciation entre eux. Et alors après, le grand médecin qui est joué par l'acteur irlandais que j'aime beaucoup, Sean Bean, explique qu'on leur a maintenu un cerveau d'enfant de 15 ans. C'est-à-dire pas vraiment de petits, de petits 6-8 ans, mais plutôt de… Alors actuellement, quand tu vois les gamins de 15 ans passer dans la rue avec le smartphone et le masque sur la tête, tu te dis, le cinéma est dépassé par la réalité. C'est exactement comme tout à l'heure quand on disait que le peuple veut peut-être plus encore de confinement que Cédrico ou que Macron. C'est possible aussi. Parce que moi, il y a un moment, il faut arrêter de dire que les gens sont des pauvres victimes. On a parlé dans les années 90 déjà d'adolescents. En effet, une espèce d'âge un petit peu… En fait, on nous a souvent dit que l'adolescent est un rebelle. Moi, je me souviens très bien de mon adolescence. Je dirais que c'est plutôt l'inverse.
il est peut-être pas très aimable avec ses parents en général, l'adolescent, mais alors pour le reste, pour ce qui est de suivre les modes, pour de suivre les stars télé, pour suivre les stars machin, il n'y a pas plus soumis que l'adolescent. Il est formaté par la musique, pour ce qu'on appelle musique, et par le sport, et ce qu'on appelle le sport, et c'est à peu près tout. Si je peux encore rajouter quelque chose, j'ai eu un mot amusant avec un ami récemment qui m'a dit, en effet, il n'y a plus besoin de fabrique du consentement, il y a consentement. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on peut parler de dictature sanitaire et est-ce qu'on peut dénoncer la dictature en tant que telle? Ça me paraît très compliqué. C'est pour ça que moi, dans mes chroniques qui ont été publiées sur Amazon, et tu as publié aussi mon livre sur Céline, où il a très bien vu ces choses-là. Céline, c'est ça qui m'a intéressé chez lui, beaucoup plus que l'antisémitisme ou tout ça. C'était de montrer à quel point Céline a compris que l'homme moderne, mamma mia, c'était pas grand-chose et qu'il était prêt à tout accepter, la guerre, etc. Et que la notion de démocratie, exactement comme le disait Bernanos, dans ce contexte, ce n'est pas le citoyen brillant athénien qui va faire un beau discours pour dire cher citoyen, voilà comment notre République doit agir. Non, c'est plutôt au sens moderne, quelqu'un qui fait tranquillement partie du troupeau hébété et docile dont a parlé Tocqueville. Voilà. Je te remercie, Nicolas. Et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour ton prochain coup de gueule. D'accord, allez, à bientôt, au revoir.